Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce talk organisé par Décideur Magazine et Layton, dont nous avons actuellement deux membres. Caroline Villecroze, directeur marketing et RSE au sein du groupe, et Samir Nassir Khalil, directeur commercial du pôle efficience. Nous allons pouvoir adresser des sujets sur les enjeux 2022 des directeurs financiers avec nos deux directeurs financiers qui sont présents avec nous, Christophe Lutz, directeur financier du groupe Transgourmet, et Jean-Philippe Grégoire, directeur financier du groupe Daher. Je vais vous laisser un petit peu prendre la parole pour vous présenter sur les premiers sujets qui vont intervenir sur le rôle et l'implication du directeur financier au cours de la crise du Covid que nous avons traversée. Samir. Oui, bonjour, je suis ravi d'être ici et de partager cette table ronde avec vous. Moi, Samir Nassiri Khalil, je suis directeur commercial du pôle efficience chez Layton et on intervient sur des sujets de performance financière, de performance économique, sur des sujets RH, des sujets fiscaux. On accompagne les entreprises effectivement dans l'amélioration de leur performance économique et financière et on a beaucoup travaillé pendant la période Covid. Et pendant cette période, on a beaucoup vu le DRH, il a beaucoup été mis en avant avec les sujets de télétravail, les sujets de précautions sanitaires. Ma première question, elle est assez simple, c'est quel était le rôle du DAF pendant cette crise, en espérant qu'on en soit sorti, mais c'est pas gagné encore. Je peux commencer? Vous voulez qu'on se présente d'abord ou... Peut-être présenter un petit peu votre société Daher et puis D'accord. ensuite. Bon, écoutez, bonjour à tous d'abord. Avant de répondre à la question, alors Daher, c'est une société qui évolue essentiellement dans l'aéronautique. 80% de notre chiffre d'affaires est dans l'aéronautique, dans lequel on a trois métiers. On est avionneur, on fabrique et on développe deux avions dans l'aviation générale, c'est ce qu'on appelle des monoturbopropulseurs. Un avion est développé et fabriqué en France, dans le sud-ouest, à Tarbes, et un autre dans le nord-ouest des États-Unis, dans l'Idaho. À côté de ce métier d'avionneur, on est équipementier aéronautique, donc on fournit des pièces, des bouts d'avions. Alors là, à la fois pour les grands avionneurs Boeing, Airbus, et puis aussi pour les avionneurs de plus petite taille, comme Dassault ou Gulfstream. Et on est aussi dans la prestation de services. Voilà. Logisticien, prestation de services, on rend différents services à l'industrie, et notamment à l'industrie aéronautique. Voilà. Je peux te présenter peut-être, et puis on répond à la question après. Donc Christophe Lutz, Transgourmet, nous sommes une société de distribution pour la restauration. Donc nos clients sont partout en France, principalement des chaînes d'hôtels, des chaînes de restaurants et la restauration indépendante classique en centre-ville que nous connaissons tous. Et nous distribuons aussi pour la boulangerie-pâtisserie qui se développe notamment à travers les franchises très fort en ce moment. Et je suis en charge de la finance et de l'immobilier. Parfait, merci à tous les deux. Alors, pour répondre à votre question, non, je crois que les DRH ont été évidemment sollicités pendant la crise, et notamment dans des secteurs comme celui dans lequel j'évolue, l'aéronautique, où il a fallu adapter les effectifs, la ressource humaine aux nouvelles situations de marché. Donc c'est sûr qu'ils ont été très sollicités quand il fallait mettre en place des PSE, et puis pour faire toutes les démarches nécessaires pour bénéficier des mesures que le gouvernement mettait en place, autour notamment du chômage partiel et autres. Donc ils ont été très sollicités, mais les directeurs financiers aussi ont été très sollicités, puisque l'entreprise avait besoin aussi financièrement de survivre, et donc d'adapter à la fois ces outils de gestion pour pouvoir avoir en main les données nécessaires à la prise de bonnes décisions dans un environnement qui était devenu très incertain. Donc, en tout cas, chez Daher, on a dû multiplier ce qu'on appelle les forecasts, donc les prévisions. On a dû se focaliser plus sur le cash, donc le besoin en fonds de roulement, notamment, qu'on faisait dans le passé. Et puis, on a eu à prendre des décisions vis-à-vis de nos partenaires financiers. On a décidé de souscrire au PGE qui était mis en place. Il a fallu le faire, même si les banques avaient une oreille attentive pour distribuer ces PGE. Il a quand même fallu leur expliquer pourquoi tel montant et comment on pensait pouvoir redresser l'entreprise dans les mois et les années à venir. Il a fallu aussi accompagner les RH pour chiffrer et mettre en œuvre les fameux PSE dont je parlais tout à l'heure. Donc on a été aussi très sollicité. Oui, de la même manière, je rejoins ce que dit Jean-Philippe. Probablement que le rôle d'EDF n'était pas clé au premier jour de la crise, au mois de mars 2020.
Ensuite, on est devenu clé, en tout cas chez Transgourmet, à travers la gestion de la trésorerie, puisque c'était un sujet très rapidement. On a été clé dans tout ce qui est recouvrement de créances, puisque nos clients, ils ont commencé par plus nous payer, parce qu'ils n'avaient même plus d'argent. Notre rôle, je pense, a évolué pendant la crise. On a ensuite été, je pense, un partenaire clé pour redéfinir les KPI de crise. C'est-à-dire que les KPI qu'on utilisait dans les mois précédents, ils étaient devenus complètement obsolètes en 3 semaines. Donc, redéfinition de KPI. Et je pense que la finance a été un peu perçue comme le garant, l'espèce de continuité, peut-être la sécurité dans cette crise, où finalement, nous, on devait continuer à payer nos fournisseurs, à comptabiliser les factures, à assurer le financement. Donc, une espèce de constance et de continuité pendant une crise où la partie business, forcément, s'est effondrée et était en perte de repère, puisqu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait repartir, si ça allait repartir, sous quelle forme. Donc, une forme de continuité. Et, vas-y. Non, je suis bon. Non, moi, je souscris complètement à ce que vous dites. On accompagnait les entreprises pendant cette période très délicate et en réalité, ma question était un peu provocante, mais les DAF étaient extrêmement présents, y compris sur des sujets RH. Vous parlez de recouvrement de créances, on intervient sur des créances assez spécifiques avec la CPM. Donc, il y a eu beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup d'IGSS. Donc, les DAF étaient en première ligne sur des sujets qui ne sont pas forcément les sujets sur lesquels on les attend. Et y compris aussi sur des sujets, on a beaucoup de dispositifs d'allègement, on a beaucoup de dispositifs effectivement qui ont été mis en place pendant cette crise. Et là encore, on avait les DAF avec nous qui étaient en première ligne sur ces sujets pour effectivement récupérer du cash. Et vous l'avez dit, puisqu'on intervenait aussi sur le montage des PGE, on aidait les entreprises à le faire et à avoir un certain nombre d'aides. Là aussi, c'était le DAF qui était en première ligne avec nous, effectivement. Et vous l'avez souligné, mais effectivement, la partie gestion des aides, aller chercher les aides, c'était clé. Et il faut quand même le dire, l'État a joué le jeu d'une manière formidable. On a les dossiers étaient finalement assez simples. Les délais de remboursement ou de paiement des aides étaient très très courts. Il y a eu un travail formidable de l'État. Effectivement, avec les DAF. Pas de contrôle pendant quasiment 1 an et demi. Non, effectivement. Même si on a tous joué le jeu. Je pense que 99% des entreprises n'ont pas attendu les contrôles pour être en règle. Mais il y a eu un vrai effort de l'État, une simplification massive de tous les process administratifs pour l'accès aux aides. Ça, c'est formidable. On le voit aujourd'hui dans le taux de croissance de l'économie qui était assez inattendu. Enfin, je veux dire, je pense qu'il n'y avait pas de grand monde qui imaginait, quand cette crise a démarré, qu'un an après, on aurait le taux de croissance qu'on a aujourd'hui et qu'une situation de l'emploi où le chômage est très faible et toutes les entreprises aujourd'hui ont du mal à recruter, quels que soient les métiers. Et ça, honnêtement, c'est une situation 18 mois après le début de cette crise qui est toujours présente dans certains secteurs, notamment dans le secteur aérien, enfin, tout ce qui touche au transport. Elle n'est pas totalement derrière nous, c'est moins qu'on puisse dire. Je trouve que la situation globale macroéconomique est assez inattendue par rapport à l'ampleur de la crise que différents secteurs ont connue. C'est vrai que c'est grâce aux interventions des États. Alors après, on leur reproche même parfois d'être trop intervenus. Parce que c'est vrai que, d'une manière là aussi assez atypique ou inattendue, il n'y a jamais eu aussi peu de dépôts de bilan en France que depuis le début de cette crise, grâce au PGE, grâce à toutes les aides. Et finalement, aujourd'hui, le débat, c'est même plus comment on va en sortir de toutes ces aides, comment on va en sortir de ces PGE, comment les entreprises vont faire pour le rembourser, comment accompagner cette sortie de crise. Bon, ceci dit, je pense qu'avec la croissance qu'on est en train de connaître, si elle dure un peu, les entreprises s'en sortiront. Justement, donc, on vient de parler du rôle vital, on va dire, du DAF dans la capacité à aller chercher du cash et à faire en sorte que l'entreprise continue de payer des salaires et ses fournisseurs. Là, tout à l'heure, vous avez utilisé le mot partenaire, Christophe. Est-ce que maintenant que l'horizon s'ouvre un petit peu, on va retrouver le DAF partenaire du business et en quoi ça consiste ce rôle pour vous demain ? Alors, après cette crise, pour moi, le rôle du partenaire du DAF, il s'est clairement renforcé parce que on a été partenaire pendant cette crise. Je pense que là où on peut aider nos homologues du business, c'est ne serait-ce que dans la simplification, dans la redéfinition de nos KPI, avec des KPI qui sont plus simples, qui sont dynamiques, qui sont rafraîchis beaucoup plus vite. Comme disait Jean-Philippe, des prévisions qui sont plus à l'année ou sur 3 ans, mais qui sont rafraîchis tous les mois. Je pense qu'on va être partenaire dans la simplification,
la présence aussi de la finance dans tous les domaines. C'est-à-dire que je pense que pour beaucoup de domaines, la finance était assez peu légitime avant cette crise. Et là, il y a des choses qui sont apparues beaucoup plus évidentes. Oui, il faut de la trésor, parce que quand il n'y en a pas, ça pose un problème. Oui, il faut des KPI simples qui soient compréhensibles par tout le monde, et pas juste par un directoire ou par un conseil d'administration. Donc je pense que notre place va être renforcée. Et après, sur la digitalisation, quand même, il n'y a rien de nouveau, mais il y a une accélération très forte parce que la digitalisation pour nous, et peut-être chez vous aussi, c'était avant des projets. Bon, on a un projet de digitaliser la fonction trésorerie, la fonction frais généraux, les factures, etc. Sauf que je pense que comme tout le monde, on s'est retrouvé au mois de mars 2020 en quelques minutes. Tout le monde rentre chez soi, il faut continuer à payer les collaborateurs, il faut continuer à payer les fournisseurs, etc. Donc tous les projets de digitalisation qui avant étaient mis en balance, étaient discutés, le payback, etc., le délai, le planning, là maintenant il y a des choses qui sont des évidences et il faut les faire. Donc je pense que les DAF, on va gagner du temps sur comment convaincre que certains projets sont importants. D'accord. Voilà, il y a des choses qui sont des évidences maintenant, Ok. grâce à cette crise. Merci. Jean-Philippe? Oui, alors je reviens sur le rôle du business partner. Le rôle du DAF, il a un peu de casquette, comme nos équipes d'ailleurs. Il y a une casquette qui tourne autour des fonctions régaliennes, c'est-à-dire produire les données, donc tenir la comptabilité, faire approuver ses comptes par des commissaires aux comptes, gérer le cash, on en a parlé, gérer la trésorerie, trouver des financements, respecter, faire en sorte qu'il y ait des procédures qui soient mises en œuvre dans l'entreprise pour respecter les règles fiscales et autres. Donc il y a cette partie régalienne de notre mission qui est propre à la fonction de directeur financier, qui est technique. Moi, j'ai une partie de mes équipes évidemment qui font que ça et qui sont moins au contact des opérationnels, donc ils vont être moins business partners que l'autre partie de l'équipe. Et moi, je suis bicéphale, qui elle a pour mission, de toute façon, d'aider les opérationnels à piloter la performance économique, financière de leur activité. Je leur dis souvent, d'ailleurs, on les appelle contrôleurs financiers, contrôleurs de gestion. Je leur dis souvent que 90% de leur valeur ajoutée, c'est d'être capable justement d'aider les opérationnels à piloter. À la limite, moi, en tant que directeur financier de DAER, je peux gérer l'entreprise à mon niveau sans avoir besoin d'avoir de contrôleurs de gestion qui suivent telle ou telle activité. L'aspect macro me suffit pour mon rôle de business partner qui est d'épauler mon DG et quelque part le conseil d'administration par rapport à son appréciation de la performance économique de l'entreprise. Mais il ne rentre pas dans les détails de chacune des activités. Donc notre légitimité de business partner, c'est pour ces métiers-là, en fait, ils ne sont que business partners. Enfin, s'ils n'apportent pas de valeur ajoutée à leurs équipes opérationnelles, leur utilité dans l'entreprise n'existe quasiment pas. Voilà. Alors après, ils ont eux aussi subi la crise, parce que tu parlais de nouvelles modes d'organisation du travail. C'est sûr que le télétravail a perturbé. Moi, je travaille aujourd'hui dans une entreprise qui est industrielle et de services. On est 10 000 dans le monde. Sur les 10 000 salariés, il y en a déjà 8 500 qui, lorsqu'ils avaient du travail, parce qu'il y a eu du chômage partiel, ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils aillent soit dans les entrepôts, soit dans les usines. Et les contrôleurs de gestion font partie de cet encadrement de col blanc qui ne peut pas efficacement travailler en télétravail. Quand vous avez vos cols bleus qui sont sur site, il vaut mieux que les cols blancs qui les encadrent soient sur site, et il vaut mieux que les gens qui aident ces cols blancs à opérer de manière efficiente économiquement soient aussi sur site. C'est très difficile de le faire à distance. Mais ils ont dû malgré tout s'adapter à ça. Pendant certaines semaines, pendant certains mois, c'est vrai qu'il a fallu qu'ils inventent un mode de fonctionnement qui était pas, je sais pas si on peut dire optimal, mais enfin, en tout cas qui n'était pas usuel. Bah, au quotidien, c'est ce qu'on voit chez Layton, c'est-à-dire que le DAF est le point d'entrée de sujets très opérationnels, qui sont finalement pas forcément là où on attend. Sur des sujets comme les achats, par exemple, même, y compris des sujets d'achat hors prod, vous parlez de contrôle de gestion, mais en réalité, on se rend compte que quand il y a des choses à optimiser, on a souvent le DAF derrière, on a souvent même le DAF parfois devant, y compris sur des process qui sont très business, très opérationnels. Il n'est pas rare aujourd'hui que des projets d'externalisation de process RH, ce soit le DAF qui en soit à l'origine, parce qu'il a constaté que ces process n'étaient pas efficients.
qui faisaient perdre de l'argent à l'entreprise. Et ça, c'est les équipes de contrôle de gestion souvent qui l'identifient. Et c'est effectivement ces sujets-là qui nous permettent très souvent d'aller sur des sujets qui sont des sujets très opérationnels, très structurels pour l'entreprise, pour le coup. Vous avez des exemples dans vos entreprises justement de projets d'efficience sur lesquels vous avez projet de travailler dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a des sujets prioritaires opérationnels, on va dire? Moi, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gros projets qu'on a aujourd'hui, c'est des projets de simplification. C'est comment faire mieux, mais plus simplement, plus vite et moins cher. Donc ça peut être des choses un peu basiques comme la tenue de la comptabilité, éviter les doubles règlements, payer plus rapidement nos fournisseurs, accélérer nos flux de validation, dématérialiser forcément. Et ça peut être des projets d'amélioration de notre pricing, puisqu'avec cette crise, toutes les petites failles qu'on avait dans notre pricing ou dans notre manière de vendre nos produits ou de nous différencier par rapport à nos concurrents, il y a des choses qui avant étaient pas évidentes et qui sont devenues complètement évidentes. Donc je dirais sur la partie achat, pricing, et quand même process back-office où on doit être meilleur. Et surtout, on doit les sécuriser parce que là, on a eu cette crise. Encore une fois, chez nous, ça s'est plutôt bien passé. Mais on doit quand même, nous, en tant que DAF, veiller à ce que tous nos processus, du jour au lendemain, s'il y a une crise, quelle qu'elle soit, que ce soit télétravail massif, que ce soit une panne informatique, que ce soit une fraude, il faut que tout ça puisse continuer à fonctionner. Donc s'il y avait pour moi une priorité dans le métier purement DAF, ça serait d'améliorer nos processus et de les sécuriser en pensant à une crise dont on ne connaît finalement même pas la nature. Ouais. Il y a 1 an et demi ou 2 ans, on n'imaginait pas que ça puisse se produire. Et là, de la même manière, si demain il y a une intrusion, une cyberattaque ou je ne sais quoi, dont, encore une fois, on ne connaît peut-être même pas la nature, il faut malgré tout qu'on protège notre cash, qu'on sécurise la paye de nos salariés, qu'on sécurise la paye de nos fournisseurs, etc. Donc c'est cette sécurisation, je pense, qui est prioritaire. Ouais. D'accord. Ok, merci. Et là, on a certainement besoin d'aide extérieure. Parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a encore jamais vécues. Ouais. Christophe, est-ce que finalement, à partir du moment où il y a un sujet de décaissement, quel qu'il soit, pour l'entreprise, est-ce que finalement, vous n'êtes pas amené demain ou aujourd'hui à être derrière ces sujets de décaissement? On voit par exemple que la paie dans beaucoup d'environnements anglo-saxons sont pilotés par les directions financières, parce que c'est un sujet de décaissement. Et effectivement, vous parliez tout à l'heure des achats, du contrôle de la compta fournisseur. C'est des sujets sur lesquels on intervient. Et effectivement, le DAF est aussi en première ligne. Au final, ce qu'on se rend compte, c'est que dès qu'il y a un euro qui est décaissé, notamment avec une accélération en post-Covid, le DAF est présent, il a envie de bien comprendre comment ça se passe et surtout de faire en sorte que tout soit payé à l'euro près. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Philippe. Oui, alors je sais pas, quand je vous écoute, vous êtes très... Vous pousseriez un peu les DAF à vouloir prendre beaucoup de poids dans l'entreprise. C'est ce qu'on voit. On voit moi, je lutte un peu contre ça. C'est-à-dire, je pense qu'aussi qu'une entreprise, elle fonctionne bien quand chaque fonction est responsable de son domaine. Et ce que j'appellerais la substitution que j'ai pratiquée dans le passé, que j'ai vu souvent pratiquer. C'est-à-dire quand on estime que quelqu'un ne fait pas exactement comme il devrait faire, ou ne donne pas l'information dont l'entreprise a besoin, ou ne fait pas les analyses dont l'entreprise a besoin, on va se dire moi je vais la faire, parce que pas tout je sais la faire, donc je vais la faire à sa place, je vais un peu driver ça à sa place. En général, ça se finit pas très bien. En général, ça règle pas les problèmes sur le fond. Voilà, il faut que la RH, comme les fonctions opérationnelles, soient responsables de leur domaine et d'expérience. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses et je peux avoir tort, bien entendu, mais je pense qu'il faut même accepter de temps en temps qu'il y ait des dysfonctionnements pour pousser l'entreprise à régler le problème dans le bon sens et que ça ne soit pas des compensations de telle ou telle fonction, y compris de financiers, qui compensent ça. Et c'est une tendance quand même assez naturelle des financiers, qui sont en général des gens très, très travailleurs. Ça bosse beaucoup en général quand on est dans une direction financière, qui voient beaucoup de choses parce que leur métier leur donne de manière privilégiée accès à beaucoup d'informations. C'est vrai qu'ils peuvent avoir tendance à vouloir toujours se compenser les dysfonctionnements de telle ou telle fonction. Je suis pas certain. Moi, je suis pas fan de ça. Voilà, pour être très franc, on est un contributeur à des projets. Après, un projet informatique, quel qu'il soit, ou digital, on peut l'appeler comme on veut, pour moi, il marche quand le métier concerné pilote le projet. Voilà. Après, il y a forcément une équipe projet dans laquelle il va y avoir les différents métiers représentés, et dont le métier de contrôle-gestion financier, qui va être un contributeur actif. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire.
pour les déployer, mais il peut pas être responsable à la place de. Voilà, si chez Daer, on va changer notre système de paye l'année prochaine, par exemple, avec une interface avec la gestion des temps, et pour nous, c'est clé, évidemment, puisque, bon, je vous ai dit combien il y avait de salariés et de directs tout à l'heure. Il faut que ça reste un projet RH. Après, mes contrôleurs, on va être très proches, parce qu'effectivement, cette information, on s'en sert. L'insaisie des temps, on s'en sert. La masse salariale, on a besoin de la comprendre. Ça reste 2 tiers de nos coûts. Enfin, et donc on est concerné. Mais on va pas. Moi, je veux pas qu'on le pilote à la place d'eux. Bien Vous sûr. voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis complètement en face, mais c'est vrai qu'en période de crise, on peut avoir un regard des directions financières un peu plus acerbe sur ce qui se passe autour d'eux pour justement Ouais. faire en sorte d'avoir une plus forte efficience, notamment quand on recherche du cash. Pardon, Samir, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure Ouais. sur les décaissements. Ouais, C'est intéressant parce que c'est une leçon de la crise. ouais, Avant, je pense les DAF, en tout cas moi, on était très focalisés sur les encaissements. ouais, Attention à la trésor, etc. Il faut que nos clients ils tout à fait. payent, le DSO, le machin. Et là, en tout cas, j'ai appris pendant la crise que les décaissements, c'était aussi super important. Parce que si vous ne payez pas vos fournisseurs, comme nous dans la distribution, en quelques semaines, vous ne payez pas 3-4 fournisseurs. Moi, nous, on a 3500 collaborateurs qui s'arrêtent de bosser. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire si les 3-4 produits principaux qu'on a, Ouais, absolument. on ne peut plus livrer les restaurants, il arrête de travailler. Si le fournisseur de gazole, on ne peut plus, il arrête de livrer, c'est terminé. Le fournisseur de froid, il arrête vos entrepôts. Donc le décaissement, il est apparu comme clé pendant cette période. Oui, et du coup, il y a un suivi probablement qui s'est mis en place Oui. beaucoup plus régulier. Et Bien plus j'imagine qu'avant. que vous maintenez, en Oui, fait, exactement. qui est rentré dans Ouais. des nouveaux process. Avant, on suivait les décaissements parce que la DGCCRF, parce qu'on veut respecter la réglementation, etc. Donc on a des process, des KPI pour bien suivre. Mais on était loin de s'imaginer que c'était en plus complètement stratégique, parce que l'entreprise pouvait s'arrêter s'il y a des fournisseurs qui arrêtaient de livrer. Donc c'est un peu une nouveauté pour nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité, c'est comme ça. Ouais, Dans ouais, les absolument. pénuries avec l'automobile, etc. Il suffit qu'il y ait 3 fournisseurs qui arrêtent, toute la chaîne s'arrête. Tout Ouais. est tellement imbriqué que tout s'arrête. Avec l'obsession de payer à l'euro près. Exactement. Ouais. Ouais. Alors, nous, ça fait 25 ans qu'on intervient, qu'on accompagne les entreprises et on se rend compte qu'on reste en contact avec de nombreux DAF qui changent de boîte et on met en place les mêmes projets avec eux, avec évidemment quelques particularités à chaque fois. Est-ce que le secteur d'activité est signifiant pour le rôle du DAF, dans son rôle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui finalement impacte son activité au quotidien? Je pense que c'est une question qu'on se pose tous en tant que DAF quand on veut changer de job ou qu'on a des idées de changer de job. On pense tous, ah ouais, tel secteur il est sympa, ou j'ai une expérience, et en fait je pense que non. Ce qui intéresse un DAF, c'est un projet de transformation. C'est est-ce que je serai considéré comme un business partner? Est-ce qu'il y a une feuille de route de transformation, d'accompagnement du business, au-delà du secteur d'activité? Alors je pense qu'on a tous nos secteurs de prédilection, mais je pense que c'est vraiment le projet qui va déterminer un changement de poste au-delà d'un secteur. Après, ça implique qu'il faut 1 an, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour bien comprendre un secteur d'activité. Moi, je viens de l'automobile, et quand on passe de l'automobile à la distribution, c'est pas rien. Il faut un certain nombre d'années pour se réapproprier les secteurs. Il faut aimer le secteur quand même où on travaille. Il faut avoir quand même une appétence, parce que c'est beaucoup plus facile de travailler avec les opérationnels quand on a une appétence pour le secteur. C'est vrai qu'on travaille avec la restauration, donc c'est un bonheur. Et il faut une certaine appétence, mais je pense pas que ce soit clé dans nos métiers. Par contre, il faut un projet, ça c'est clair. Bon, moi, j'ai eu la chance ou la malchance de travailler dans beaucoup de secteurs d'activité. Enfin, je l'ai voulu. Je pense que l'intérêt de nos métiers, alors je ne sais pas si je devrais dire ça, parce que je ne veux pas pousser nos auditeurs forcément à démissionner, à changer d'entreprise, c'est pas ce que je veux dire, mais moi, j'ai l'intérêt de mon métier, je l'ai eu en justement multipliant les secteurs d'activité. J'ai commencé dans le négoce de matériaux de construction, j'ai passé plus de 15 ans dans les télécoms chez Alcatel, après je suis parti dans l'équipement automobile chez Forestia, après dans la location de véhicules industriels chez Fréquin, puis maintenant donc dans l'aéro, dans des entreprises qui étaient pour les premières cotées. Après, Fréquin, ça appartenait à un fonds d'investissement. D'ailleurs, c'est une entreprise qui appartient à une famille, à 88%, c'est une société familiale. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce parcours, c'était justement de m'adapter à différents types d'actionnariat, à différentes tailles d'entreprises aussi, plus ou moins grandes, plus ou moins internationales, et à des secteurs d'activité différents. Alors après, pour répondre exactement à votre question, est-ce que c'est très différent? C'est pas si différent que ça. C'est-à-dire à la fin, cash e-skiing, quel que soit le secteur d'activité, on en a beaucoup parlé, aider les opérationnels à piloter leur activité, à comprendre où ils sont et où ils peuvent aller, et les aider à bâtir des plans d'action.
il y a des réflexes, il y a des automatismes qui sont les mêmes, quels que soient les secteurs d'activité. L'environnement réglementaire, que ce soit les normes IFRS, les normes comptables locales, la fiscalité, tout ça, ça reste les mêmes. Alors après, vous êtes plus ou moins concerné par certaines normes ou par certaines règles fiscales, mais tout ça, ça reste la même chose, quel que soit le secteur d'activité. Après, ben, évidemment, si vous êtes dans un groupe international, vous allez vous trouver face à différents contextes, on va dire, locaux. Mais, et puis gérer les hommes, si vous voulez gérer les hommes, gérer des équipes, les équipes, vous les gérez bien ou pas bien, mais vous les gérez comme vous savez le faire, quel que soit le secteur d'activité un petit peu. Je ne vais pas dire que ça soit exactement la même chose partout, mais vous n'avez pas tout à fait les mêmes profils partout. Mais c'est donc moi et je trouve que c'est l'intérêt de ce métier. Alors c'est l'intérêt aussi probablement des métiers en RH, en IT. Enfin, c'est de pouvoir évoluer dans sa vie professionnelle dans différents secteurs d'activité. Il y a d'autres métiers où vous vous spécialisez, où votre atout c'est votre carnet d'adresse et votre expertise dans un domaine. Nous c'est voilà, on a la chance, je trouve, d'exercer un métier qu'on peut dupliquer un peu partout. Et moi, j'ai aimé utiliser cette possibilité. Voilà. J'ai aimé changer. J'avais besoin, au bout d'un moment, voilà, au bout de quelques années, de me dire bon, maintenant, il faut que tu te secoues là. Voilà, il faut que tu aies un défi supplémentaire. Puis changer de secteur et changer de contexte, c'est aussi conserver notre employabilité. Voilà. Encore une fois, je ne veux pas pousser nos auditeurs absolument à changer, mais quand vous restez trop longtemps dans une entreprise, dans un contexte, dans un milieu, vous perdez votre employabilité. Ouais, enfin, il y a un moment où voilà, la vie fait que vous êtes obligé de changer. Et si vous l'avez jamais fait, c'est beaucoup plus compliqué que si vous avez l'habitude de vous remettre en cause tous les, je sais pas, 4-5 ans. Je sais pas ce que je dois donner comme il n'y a pas de date idéale. Mais je pense que c'est important. Ouais. Mais je suis d'accord, c'est sectoriel, pour nous les DAF, c'est une chance. Ouais. Il y a d'autres fonctions, ben, on a une spécificité dans un secteur, on n'en a pas ça, et c'est une chance. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Alors, on a parlé de 2020, 2021. On a commencé à aborder quelques sujets pour 2022, comme évidemment la gestion du cash et puis certaines transformations, mise en place de KPI plus efficients, plus rapides et digitalisation. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour 2022 et après, dans vos sociétés, quel que soit le secteur, qui vont être vos priorités de l'année à venir? Alors pour nous, la priorité, c'est déjà de bien relire la crise. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a dysfonctionné? Quels ont été nos atouts? Donc sans ambition démesurée, mais pour 2022, c'est remettre à plat le bilan de ce qui a été compris. On n'a pas de grand projet de transformation. C'est la continuité, mais avec un focus sur les choses qui ont dysfonctionné pendant la crise. D'accord. Et donc les projets quand même, parce qu'on a les premiers bilans, c'est les hommes et les femmes, clairement. Moi, j'étais bluffé. Il y a des collaborateurs, et tu as dit la même chose chez Daher. Il y a des hommes et des femmes qui étaient un peu de l'ombre, qu'on ne voyait pas bien avant, qui faisaient leur boulot sans plus. Et ils ont fait un boulot formidable pendant cette période. Et donc, ça a vraiment révélé. Ils ont pris du leadership, ils ont managé à distance, ils ont fait du transverse, ils ont montré un engagement et une passion pour l'entreprise qu'on ne voyait pas avant. Moi, je ne voyais pas. Donc, les hommes et les femmes, ça va être vraiment de valoriser ces actifs clés qui se sont révélés pendant la crise. Deuxième priorité, ça va être comme j'ai dit tout à l'heure, de sécuriser ce qui s'est montré être fragile pendant la crise. Et ensuite, c'est la croissance, parce qu'on a de la chance, là, le business est très bien reparti depuis quelques mois. On pense qu'on va faire une très bonne année 2022. Donc, c'est structurer l'entreprise pour affronter une croissance qui n'est pas habituelle, parce que notre métier de la distribution, c'est une grosse croissance, c'est 4%. Et donc là, on a des taux de croissance supérieurs à 10%. Donc, c'est de gérer cette croissance. Et là aussi, on pensait il y a quelques années ou quelques mois, c'est impossible de gérer 10 ou 15% de croissance. On est en train de le faire. Donc, ça met la pagaille dans tous nos entrepôts et chez tous nos commerciaux. Mais on sait le faire, donc ça va être de gérer la croissance, et donc peut-être demain des acquisitions, peut-être des ambitions que nous n'avions pas avant. La crise a montré qu'on avait les ressources complètement inespérées ou inconnues, et donc ça va être d'utiliser ces ressources et ces atouts sur les années qui viennent. D'accord, en quelque sorte, vous en sortez grandi, quoi. Ah oui, clairement. Moi, je dis à mon patron l'autre jour, il disait, c'était 2020, c'était l'année la plus difficile, l'année la plus dure, et je dis, ben non, c'est notre plus belle année. Alors en termes de résultats, malheureusement non. En termes de remise en cause. Mais en termes de remise en cause, de lire quels sont nos atouts, de prendre conscience de quels sont nos atouts, quelles sont nos ressources. Là où vraiment on est très bon,
Là, c'est fabuleux. On a vu des choses qu'on ne voyait pas avant. Et parallèlement, des fragilités que nous avions, qui étaient masquées par de la croissance ou par de l'engagement ou par la bonne volonté. Et là, il y en a des énormes fragilités, et celles-ci, il faut les adresser. Ah non, non, clairement, la crise, c'est une belle opportunité. Ouais. D'accord. Mais on a de la chance, on a un actionnaire qui nous a accompagnés pendant cette période difficile. Financièrement, on a beaucoup de chance, clairement. D'accord, ok. Et du coup, chez Daher, Alors, d'abord, je partage ce que tu as dit. De toute façon, toutes les crises sont des opportunités, sont des accélérateurs de transformation. Voilà, les crises cristallisent un certain nombre de sujets qui étaient souvent dans les tuyaux, Ouais. mais que l'entreprise considérait pas comme une priorité. Et toute période de crise, du coup, oblige les entreprises à évoluer, à bouger. Donc en général, on en sort quand même grandi. Voilà. Même si c'est exigeant parfois pour les hommes de devoir bouger, évoluer, mettre en place des projets ou se remettre en cause à marche forcée, en général, je suis d'accord que on sort grandi d'une crise. Ou alors, de toute façon, si on n'en sort pas grandi, c'est qu'on disparaît. Voilà. La crise aussi, c'est Oui. Il y a une forme de sélection. Ouais. Oui. il y a une sélection naturelle qui se fait quelque part au travers des crises, enfin que les crises accélèrent, même si ça, à tout moment, ça existe. Alors après, nos projets, nous on est moins en avance peut-être que dans ton secteur sur le retour à la situation d'avant-crise. Airbus est notre principal client, il annonce un retour progressif au volume de fabrication d'avions. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais d'avant-crise pour 2023, pour mi-2023. Donc 2022 va être une année de reprise. Voilà, on devrait retrouver les volumes de 2019 à partir de mi-2023. C'est ce qu'ils annoncent. Et puis peut-être même plus au-delà. Enfin, Airbus est assez optimiste, même très optimiste sur le secteur. Ça pourrait paraître contre-intuitif, mais bon, on va pas parler que de l'aéronautique. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais c'est pas très intéressant, probablement pour le débat d'aujourd'hui. Donc nous, nos enjeux 2022, c'est de préparer cette reprise d'activité. Financièrement, ça va vouloir dire du besoin en fonds de roulement, par exemple. Donc, comment équilibrer nos liquidités avec les besoins à venir? C'est pas facile à prévoir. Hein. Le besoin en fonds de roulement, c'est pas ce qu'on sait plus facilement prévoir dans nos entreprises. On ne sait pas très bien comment le comportement de nos clients, de nos fournisseurs va être en 2022 dans un contexte de reprise, dans un contexte de hausse matière, de pénurie de certains produits, de difficultés d'embaucher, enfin je l'évoquais tout à l'heure. Donc tout ça, il faut qu'on essaye de l'intégrer au mieux pour pas se tromper dans les décisions qu'on prend, et notamment dans le financement. Voilà. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de liquidités, beaucoup trop, parce que le PGE que j'ai pris en 2020, que j'ai remboursé en partie d'ailleurs cet été, il m'en reste encore. Voilà, j'ai jamais eu autant de liquidités à gérer qu'aujourd'hui, même avant crise. Après, qu'est-ce qu'on fait avec cette liquidité? On la rembourse pas? Quand est-ce qu'il va? Voilà, ça, c'est des questions qui sont clés pour moi aujourd'hui. Et puis, je sais pas si ça peut faire une transition aussi avec un thème je crois qu'on a décidé de parler aujourd'hui, qui est la RSE. Hein, parce que l'un de nos enjeux pour 2022 aussi, c'est nous, direction financière, contrôleur gestion, c'est d'intégrer cette dimension dans notre gestion de l'entreprise, dans le suivi de l'entreprise. On a besoin on aura besoin demain de contrôleurs de gestion, donc avec leur savoir-faire d'analyse de la situation réelle, savoir où aller chercher les données dans les systèmes, puis être capable d'aider les opérationnels à fixer des objectifs et le chemin pour y arriver. On va avoir besoin de ce savoir-faire qui est assez spécial en fait, quand même, qu'on ne trouve pas dans tous les métiers, sur ces sujets aussi de RSE. Parce que les entreprises n'ont pas le choix. Et ça va même devenir, pour la plupart d'entre elles, probablement une priorité, j'allais dire absolue, c'est peut-être exagéré, il ne faut pas non plus, mais en tout cas très importante dans les mois, années à venir. Donc, Oui, et on va avoir besoin de nous pour mettre ça en place, pour se fixer les bons objectifs, pour les suivre, pour les reprojeter, pour les analyser, pour tout ça. On va avoir besoin des contrôleurs de gestion et des directeurs financiers pour faire. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait un peu... Oui. Simplement, en effet, c'est une transition toute trouvée. Le temps passant vite, on a passé pas mal de temps à parler du rôle des directeurs financiers. La transition donc entre ce rôle financier
et justement l'importance de votre rôle sur ce segment extra-financier. Vous pouvez en parler très bien puisque c'est en effet ce que vous faites chez Layton, Caroline. Tout à fait. Quelle est justement un petit peu l'importance que prendra cet élément extra-financier pour vous, les DAF, et dans votre travail chez Layton? Moi, je vais juste compléter. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on voyait beaucoup de direction RSE porter le sujet au sein des entreprises avec des projets de recyclage, de mobilité durable, etc. Ce que je comprends de nos échanges, c'est que en fait, ça devient vraiment en fait un sujet cœur de l'entreprise qui irrigue toutes les fonctions. Et c'est vrai que Samir tout à l'heure présentait Layton sur le volet efficience. On a un service autour de la transition environnementale où on accompagne justement les entreprises sur ces sujets-là. Et en fait, on ne parle pas juste de projet. Il y a tout le pilotage derrière. Il y a l'efficience, et on va parler d'efficience énergétique. En ce moment, on voit bien quel est le sujet. C'est-à-dire que oui, si demain, je veux que mes clients, mes consommateurs continuent de m'acheter, il faut que j'ai une attitude responsable. Donc, je pense que c'est en ça que vous disiez, on ne peut plus se détourner du sujet. Mais par ailleurs, ça a un véritable impact économique aussi quand on voit sur l'énergie aujourd'hui. Et donc, le fait de réduire la consommation énergétique, le bilan carbone, c'est aussi une manière d'assurer la pérennité de l'entreprise, tout en, bien sûr, maintenant aussi sur les sujets sociaux ou sociétaux, une attractivité de l'entreprise. Donc c'est vrai que nous, on a vu vraiment une accélération de ce sujet dernièrement dans toutes les discussions qu'on peut avoir avec les DAF ou les directeurs généraux des entreprises, c'est au cœur des stratégies. Et même de l'innovation. C'est-à-dire que la priorité de l'innovation, on a mené une étude avec Kantar cette année, la priorité de l'innovation, numéro 1, c'est réduire l'impact environnemental et sociétal. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir justement, en tant que DAF, où sont les actions. Donc, vous avez parlé de s'équiper d'un contrôle de gestion qui est en capacité de monitorer l'impact, donc de mettre en place des KPI qui puissent suivre ça, ce qui n'est pas évident parce que les rapports Global Compact, les rapports financiers RSE, pour aller chercher des indicateurs qu'on ne suivait pas avant. Et ça fait partie des choses qu'on essaie de servir pour nos clients, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on intervient, on donne en plus les KPI qu'ils peuvent utiliser dans les rapports. Donc ça, on en a parlé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Enfin, comment vous intégrez ce sujet pour les années à venir? Alors ça, c'est très important, la RSE dans notre métier de DAF, et je suis content de rebondir sur ce que disait Jean-Philippe. Je pense qu'on est tous passés plus ou moins par des boîtes américaines en tant que DAF, donc on suit le montage des KPI opérationnels, etc. Et là, ça a complètement changé, et c'est peut-être un message aux jeunes auditeurs, c'est que maintenant, ce qu'on demande à un contrôleur de gestion, c'est pouvoir accompagner les opérationnels sur des projets d'une nature complètement différente. C'est plus simplement un projet qui a une rentabilité financière, mais ça va être de regarder des nouveaux business models qui soient durables, donc avec des indicateurs qui sont plus seulement le cash flow. Donc ça peut être la consommation de CO2, ça peut être le recyclage, ça peut être est-ce que la ressource est durable, la ressource qu'on va utiliser dans le projet. Donc on va devoir travailler nous en tant que financiers sur des indicateurs très différents pour accompagner des nouveaux business models qui peut-être il y a quelques années ah non c'est pas rentable, ça marchera jamais. Là il faut essayer quand même. Et donc pour moi on doit essayer de gérer ce paradoxe entre une rentabilité économique qu'on nous demande toujours, parce que c'est quand même l'essence des entreprises, et qu'il faut qu'elles puissent se développer. Donc ce paradoxe entre une exigence de rentabilité et la durabilité. Et pendant longtemps, c'était opposé, un peu. C'était, le projet photovoltaïque, ah ouais, mais c'est super trop cher. Ah ouais, mais les camions, machin, électriques, ah ouais, non, c'est super trop cher. Faire un entrepôt durable qui ne consomme pas ou autosuffisant, ah mais non, c'est trop cher. Et donc ce paradoxe, on doit l'accompagner. Ça, c'est passionnant dans notre job. Et je pense que c'est ce qui va dessiner la fonction de DAF. La gestion de ce paradoxe entre l'économique et le durable, ça va dessiner la fonction du DAF pendant un certain temps. Et c'est passionnant, clairement. Et ça veut dire intégrer, j'imagine, un aspect financier, mais aussi extra-financier dans l'analyse d'impact des projets. Alors moi, j'aime pas je me permets de rebondir. Moi, je n'aime pas cette terminologie. C'est pas votre terminologie, c'est une terminologie assez usuelle d'extra-financier. Parce que je vois pas ce que ça a d'extra-financier. C'est-à-dire tout se termine par un chiffre. Voilà. Et nous, on gère les chiffres. Alors, ce qui est en train de se passer autour de la RSE, toute proportion gardée, moi, ça me rappelle vaguement ce qui s'est passé, je pense, il y a 25-30 ans, quand la fonction qualité est arrivée, quand les normes sont arrivées. Voilà. On n'a pas dit que la qualité, c'était extra-financier. La qualité, ça permet ça a un coût aussi, la fonction a un coût, puis ça a un bénéfice. Ouais. Mettre en place ce qu'il faut pour être plus environnemental, plus sociétal, ça a un coût,
Mais ça aura aussi des bénéfices. De toute façon, les entreprises qui ne prendront pas le virage, ça va être assez simple. Demain, elles n'existeront pas. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que ça nous intéresse, parce que demain, elles n'existeront pas. Elles n'existeront pas parce que les clients ne voudront plus leur acheter, parce que les fournisseurs ne voudront plus les livrer, et parce que les salariés ne voudront plus venir travailler chez elles. Parce que dans les jeunes générations, on voit que c'est de plus en plus important de travailler dans une entreprise qui est capable d'avoir un message, un discours, une attitude, une réalité autour de ces sujets sociétaux et environnementaux. Donc l'entreprise qui ne va pas prendre ce virage, elle n'existera plus. Est-ce que c'est extra-financier? Moi, j'aime pas ce mot extra-financier, on a l'impression que c'est autre chose que la finance. Mais c'est de toute façon cash risking, tout ça, on est dans la pyramide de Maslow, si vous voulez, d'une entreprise. En fait, il faut justement rendre financier des choses qu'on n'arrivait pas financier avant. Des choses qu'on ne suivait pas, Ouais, c'est ça. mais c'est pas extra-financier. Je crois que dans l'évolution de la législation, les commissaires aux comptes vont pouvoir demain signer les rapports qu'on appelle encore aujourd'hui extra-financiers. Je trouve que c'est très bien. Voilà, aujourd'hui, c'est des signataires à part. Hein, on est obligé de faire appel. Et l'évolution de la législation va dans le sens que les commissaires aux comptes, donc auditeurs, vont pouvoir signer l'ensemble des rapports et pas uniquement la partie dite financière, à la différence de l'extra-financier. Et je trouve que c'est très bien parce qu'il ne faut vraiment pas opposer l'extra-financier et le financier. C'est ça. Je suis complètement en phase et c'est complètement le parti pris de Layton, concrètement. C'est-à-dire que vous avez des objectifs de RSE qui sont mis en place avec évidemment une aspiration très forte à travers notamment la raison d'être des entreprises, donc des objectifs, là pour le coup, qui sont des objectifs qualitatifs, des objectifs, des directions assez fortes qui sont prises. Nous, notre parti pris, et là, pour le coup, je souscris complètement à ce que vous dites, et c'est vraiment la réalité du terrain, c'est très pragmatique autour du sujet RSE, à telle enseigne qu'en fait, on est obligé d'être pragmatique, puisqu'en fait, la volonté politique, c'est la carotte et le bâton sur le RSE. C'est-à-dire que vous avez à la fois un système d'aide et d'incitation extrêmement fort, extrêmement étoffé, tellement étoffé d'ailleurs que les entreprises en perdent leur latin. C'est très compliqué de savoir à quoi j'ai le droit quand je mets en place telle machine, tel système. Et un système de pénalité qui est fort déjà, qui sera de plus en plus fort, qui va aller sur différents sujets d'objectifs et qui, là aussi, avec finalement une approche vertueuse et efficiente de ces process, peut être optimisé par les DAF. Je vais prendre quelques exemples. Vous avez déjà des sujets de pénalité qui sont très forts. La fiscalité de l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité, c'est des choses que vous consommez dans vos entreprises. C'est déjà 30% de taxes associées à ces énergies, et la fiscalité des énergies carbone va faire qu'augmenter. On voit que le gouvernement, malgré l'augmentation du coût énergétique, ne baissera pas les taxes, parce que c'est une volonté politique de ne pas encourager les entreprises et les particuliers à aller sur ces énergies-là. Donc ces sujets de pénalité autour, on peut considérer que c'est une pénalité. Là, c'est des sujets sur lesquels on a investi déjà depuis 2015 chez Layton, et on aide les entreprises à optimiser ces sujets-là. Les sujets d'emballage, les sujets de valorisation des déchets, c'est des sujets dans lesquels vous allez avoir effectivement des pénalisations extrêmement fortes d'un point de vue fiscal comme d'un point de vue d'un certain nombre d'organismes qui vont vous contrôler. D'ailleurs, les taxes sont déjà, il y a déjà un plan d'augmentation des taxes de près de 400% sur les 3 prochaines années. Sur les invendus, c'est pareil. La taxe a évolué. Maintenant, vous allez être pénalisé si vous voulez vos invendus ou si vous les recyclez pas ou si vous les donnez pas. Donc effectivement, à la fois, donc tout ça, c'est comme tu le dis très bien, c'est des pénalités qui font se dire oh là là, du coup ça augmente mon coût, mais ça permet aussi de se poser les bonnes questions et il y a des solutions en fait. C'est ça surtout qui est passionnant aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment des solutions, et non seulement ces solutions, elles évitent d'avoir ces pénalités, mais en plus elles permettent d'avoir des bénéfices par ailleurs, en termes d'image bien sûr, en termes d'indicateurs pour les rapports et pour le suivi de la performance, et puis même en termes économiques. Et vous avez le côté pénalité, puis vous avez le côté aide, incitation. Aujourd'hui, j'imagine que quand vous voulez mener un investissement productif, quel qu'il soit, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, cet investissement, puisque j'imagine qu'en faisant cet investissement, les industriels cherchent à consommer moins d'énergie. J'imagine pas qu'une nouvelle machine chez Daher soit plus consommatrice d'énergie que la précédente. Donc forcément, à un moment donné, vous pouvez appeler un système d'aide, que ce soit des aides et subventions régionales, européennes, nationales, les certificats d'économie d'énergie. Donc tous ces dispositifs existent.
et permettre aux entreprises de finalement, et là pour le coup je vous rejoins Jean-Philippe, Mmh. de satisfaire des objectifs de RSE. C'est très bien d'acheter une machine qui consomme 30% d'électricité en moins ou 30% de gaz en moins, et pour le coup, et de le faire en faisant en sorte que l'investissement productif qui est fait par l'entreprise soit parfois complètement amorti par les systèmes d'aide. Après, je pense, je vous rejoins, mais je pense que notre rôle de DAF, il va au-delà de ça. Juste de gérer la carotte et le bâton, la fiscalité, les avantages, etc. Très bien. Je pense que notre job aussi, vis-à-vis de nos actionnaires, de nos dirigeants, c'est de faire de ce changement, de cette RSE, d'en faire un avantage compétitif et de Bien prendre de sûr. l'avance par rapport à nous. Absolument. Complètement. Parce que celui qui va se Raison. contenter de gérer la carotte et le bâton, il sera dans la masse de toutes les entreprises et proposera à peu près la même chose. Par contre, en faire un avantage concurrentiel, accompagner nos clients pour qu'eux aussi en fassent un avantage concurrentiel et qu'ils se démarquent eux-mêmes de leurs propres concurrents, là, c'est le rôle Bah, du DAF. C'est Je pense qu'on est attendu. C'est les achats responsables. On se rend compte qu'aujourd'hui, nous-mêmes, quand on est sollicité sur les appels d'offres, et j'imagine que c'est votre cas, on vous demande de montrer patte blanche concernant votre politique RSE. Ouais. Bah, c'est Donc ça. forcément, vous avez complètement raison. Il va Si on falloir. n'est pas RSE demain, Est-ce on qu'on- Bah, aura- c'est on ça. pourra on aura Il y a plus des de appels d'offres auxquels vous clients. ne pourrez pas, Oui, il y aura Ah, pas de répondre clients, il y aura dans le Ouais. public, d'ailleurs, Bah oui. aussi, hein. Et Bon. même, je pense que c'est même au-delà, c'est quand il y a un appel d'offres avec des critères RSE, c'est nous on essaie de se positionner au-delà Là, ouais. de la barre minimale pour Mmh. que le client, le lecteur de l'appel d'offres ou le prospect voit l'avantage pour lui d'aller au-delà. Et il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée, c'est la dimension financement. Parce que, en fait, le développement de toutes ces politiques RSE dans l'entreprise, alors il y a des boosters législatifs, fiscaux, mais il y a aussi le financement, Bien sûr. le secteur Bancaire. enfin, tout ce qui est banque, tout ce qui est financement, est en train de prendre un virage Mm. à une vitesse qui, j'avoue, moi, m'impressionne. Sur tous ces sujets-là, c'est-à-dire c'est la course à l'établissement financier, à l'investisseur, parce que c'est pas que les banques, c'est tout le secteur financier. Il y a une course à celui qui va devenir le plus vite, le plus vert. Et le plus vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont demain se battre entre eux pour ne financer que des projets RSE, enfin vert, il y a la dimension sociétale aussi. La taxonomie européenne qui est en train de mettre en place va définir les secteurs qu'on considère comme étant finançables quand on est RSE compliant, si je peux le dire comme ça, et puis les secteurs qui ne sont pas finançables. Et les secteurs qui ne sont pas finançables, parce qu'ils seront considérés comme étant nocifs au vu de la RSE, ça peut être le secteur de la défense, ça peut être plein d'autres secteurs. Il y a un débat autour du nucléaire, par exemple, avec un bras de fer politique entre la France et l'Allemagne pour savoir si le nucléaire doit être considéré comme étant du bon côté de la taxonomie ou du mauvais côté de la taxonomie. Et c'est clé, parce que si vous êtes du bon côté, vous pourrez déjà être financé. Si vous n'êtes pas du bon côté, il faudra que soit les États considèrent que c'est stratégique et que même si c'est pas du bon côté, ils les financent. Par exemple, la défense, si ma connaissance, enfin d'après ce que je sais, ce sera pas du bon côté. Bon, donc il y aura déjà cette partie-là. Et puis après, les banques vont vous dire, moi je vous fais, ils vous font un rating RSE, comme aujourd'hui on a des ratings financiers. Et si vous avez un mauvais rating, éventuellement, elles ne voudront pas vous financer. Si elles vous financent, ce sera plus cher que si vous avez un bon rating. Elles vont vous mettre des covenants, donc des checks tous les 6 mois. Il va falloir les passer. Ce sera sur des critères de RSE. Enfin, donc ça va devenir impossible à terme. Et je trouve que ça avance très très vite. Donc quand je dis à terme, je ne sais pas si c'est dans 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans, mais c'est probablement pas 10 ans. C'est probablement plutôt 1 an ou 10 ans. Ça va devenir très compliqué de se financer si on n'est pas capable de montrer à nos financiers, aux gens qui nous financent, qui nous prêtent de l'argent, une capacité à déployer des projets RSE et à l'être. Et il faudra être capable de le suivre. Il faudra être capable de rendre compte d'un certain nombre de performances. Donc de toute façon, ça devient ça devient incontournable. Alors, vous avez parlé notamment donc, de pas mal de sujets par rapport à la RSE, en la rapprochant justement à ces sujets financiers, en appuyant sur ce point. Un point qui peut être approché par rapport justement à ces financiers, à la création de valeur, c'est attirer les talents. Ça sert de plus en plus, vous parliez de la jeune génération précédemment, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus, qui est de plus en plus d'actualité. Est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez travailler aussi chez Layton, aux côtés donc, des directeurs financiers? Est-ce que cette RSE est créatrice de valeur à travers l'attraction des talents?
En tout cas, nous, on le voit vraiment chez Layton. C'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un point essentiel. Ils ont besoin de sens déjà, donc le sujet de la raison d'être. Et on est en train de travailler pour une labellisation B Corp, est évident et prioritaire. Et même en termes d'engagement, en fait, le fait justement que ce ne soit plus une direction à part qui prend ces projets-là, mais que chaque collaborateur puisse être acteur de projet. Je ne parle pas d'aller ramasser les déchets dans la ville du siège, qui est très bien, mais c'est pas ça qui va faire la transformation de l'entreprise. Donc évidemment, chez nous, le fait qu'en plus, ils puissent agir chez les clients et que finalement, les transformations, elles aient un impact beaucoup plus large que juste celle de l'entreprise de conseil en elle-même, c'est clé. Et aujourd'hui, c'est vertueux pour la transformation de l'entreprise. Et j'imagine que c'est pareil chez vous. Oui, c'est un gros sujet, la ressource, le recrutement, le turnover des jeunes. C'est très compliqué pour nous parce que dans la distribution, ça ne fait pas forcément rêver les jeunes. Donc on est attentif, on est obligé d'avoir des systèmes où on favorise énormément l'apprentissage. Parce que là, on a des jeunes qui rentrent et qui sont plutôt bien accompagnés dans la distribution, parce qu'il y a des mentors, parce que c'est des cultures bienveillantes, parce que donc c'est l'apprentissage. On a un sujet sur l'IT, forcément, je pense comme beaucoup, où les jeunes et développeurs, pour les attirer, c'est très compliqué. On est dans des zones, nos bureaux ne sont pas toujours dans des zones hyper sexy, on n'est pas dans le centre de Paris. On a des salaires qui sont, je pense, sur le marché, mais effectivement, les jeunes, ils cherchent autre chose. Nous, on a de la chance, on a un projet RSE qui est assez affiché sur la durabilité des produits qu'on vend, la qualité, la traçabilité, le bien-être animal, sur la livraison propre, limiter le nombre de livraisons dans les centres-villes, etc. Donc, on arrive à travers un projet à attirer les jeunes, mais c'est clairement un sujet. Ouais. Et là, il y a le télétravail qui s'est rajouté. Donc, on favorise un peu le télétravail, moins que certaines entreprises où c'est quasiment 100%, et on peut habiter à Aix pour un job à Paris, etc. Ça, non, on ne peut pas le faire. Donc, c'est un sujet, et il y a un enjeu RH qui est profond. Ouais, oui, parce qu'on a parlé RSE, on a parlé beaucoup du volet environnemental, qui est vraiment stratégique, mais évidemment, le volet social reste, qu'il était déjà avant, je pense, reste important sur l'inclusion, l'entrée des jeunes, la mixité, etc. Il faut un projet, il faut donner du sens, il faut que le jeune collaborateur ou le moins jeune puisse se projeter, s'identifier au projet. Oui, c'est clé. Le simple intérêt du job, le simple salaire ne suffit clairement pas. Tout à fait. Ouais. Et alors, Non, moi, enfin, je partage à 100% ce que tu as dit. On a les mêmes contraintes étant une entreprise industrielle et commerciale, et de services, pardon. On ne peut pas proposer ce que certaines entreprises dans le secteur tertiaire peuvent proposer. On peut pas. Après, oui, l'enjeu RH. Les attentes des jeunes générations évoluent peut-être encore plus vite que les nôtres quand on avait leur âge. Enfin, c'est un peu l'impression que ça donne. Je trouve que tout s'accélère. C'est parfois difficile à suivre. C'est difficile parfois, effectivement, pour les chefs d'entreprise ou pour les entreprises d'une manière générale à rendre compatible de nos métiers, de nos valeurs. Il faut s'adapter, il faut être à l'écoute et proposer des projets qui soient crédibles. S'il ne s'agit pas non plus de vendre dans les entretiens d'embauche quelque chose qu'on ne sera pas capable après de tenir, parce qu'ils ne vont pas rester. Donc il faut travailler sur la raison d'être de l'entreprise, sur tout ce qu'on peut faire, mais il faut qu'il y ait un vrai sens derrière, il faut qu'il y ait des vraies valeurs. Ça ne peut pas être que du fake. Ça peut pas être que de l'affichage et puis rien derrière. Donc il faut que l'entreprise se transforme vraiment, voilà, pour aller dans la direction qui nous semble nécessaire là aussi, sur cet aspect qui est clé, évidemment. Une entreprise, c'est une aventure d'hommes et de femmes. Et c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais quelque part, c'est un peu comme la crise de tout à l'heure. C'est une vraie opportunité, ce changement et cette attractivité qu'on doit avoir dans nos entreprises. Nous, chez Transgourmet, on a pris conscience de quelque chose, c'est que pour aider nos collaborateurs, pour lutter entre guillemets contre cette attrition potentielle des gens qui partent parce qu'ils n'ont plus d'intérêt à leur job, on est en train de lancer un grand programme pour former nos middle managers. Là, d'ailleurs, ils sont tous ce matin et demain, on a une centaine de managers qui sont en formation et on remet au centre le management de proximité. On reforme les managers sur les basiques du management pour qu'ils puissent bien accompagner les jeunes. Et parce que pendant la crise Covid, on a vu que le manager, il était désarmé. Le middle management était désarmé. Je fais comment? Télétravail, chômage partiel, des objectifs quand même super ambitieux. Il faut faire attention, on est en survie. Et à côté de ça, des collaborateurs un peu inquiets, un peu perdus sur les méthodes, n'ayant pas forcément les bons outils.
Donc nous, la première chose qu'on fait, parce qu'on ne peut pas faire des choses géniales, c'est au moins remettre au centre le manager, lui rappeler son rôle et sa responsabilité pour qu'il soit armé pour affronter ces nouveaux modes de management, cette nouvelle situation avec le télétravail. Voilà, remettre au centre le rôle du manager, qui avait chez nous en tout cas un peu disparu. Juste un mot là-dessus, avant qu'on passe peut-être sur l'innovation, puisque le temps passe, je crois. La dernière question. Ouais. Juste un mot là-dessus. Nous, chez Layton, on va vraiment s'intéresser aux tâches qui sont exécutées par les équipes. On se rend compte que l'attrait pour des postes est lié à une étude d'Harvard qui montre qu'en fait, à salaire égal, c'est une étude de l'année dernière, les jeunes étudiants iront plutôt vers une entreprise qui est plus vertueuse en termes de RSE qu'une autre. Ouais. Il y a aussi les tâches qui me sont confiées en tant que salarié. Et on se rend compte qu'une grande partie des projets d'externalisation qu'on mène avec nos clients, c'est essentiellement, c'est même pas, le sujet n'est même pas financier ou économique, il est lié à la qualité de vie au travail de ces salariés, des tâches qui leur en sont confiées, avec des fois des tâches qui sont très rébarbatives. Je pense par exemple à la pénurie, vous devez peut-être le constater dans les métiers comptables. On voit qu'il y a beaucoup de pénurie sur ces métiers-là. Et nous, on met en place des outils, des projets, des services qui permettent finalement de décharger ces salariés de ces tâches-là, qui sont soit à travers des outils, soit à travers du manpower externalisé. Et ça, c'est un vrai sujet, puisque derrière, ça permet aux entreprises qui, derrière, veulent attirer des talents, de se dire, bah, les tâches qui sont aujourd'hui extrêmement chronophages, c'est des tâches aujourd'hui qu'on a adressées à travers un outil ou que tu n'auras plus à gérer. Et ça, c'est d'une certaine manière une manière aussi d'accompagner les entreprises dans ce challenge lié au talent. Et d'accompagner de toujours travailler sur l'employabilité des collaborateurs. Complètement. Ça, c'est très important. Complètement. On peut plus se permettre, et j'imagine dans l'industrie c'est pareil, on peut plus se permettre d'avoir des collaborateurs pendant 20 ans qui font la même tâche, que ce soit une saisie de facture ou que ce soit une tâche sur une ligne de production. C'est criminel de faire ça. Donc l'accompagnement à l'amélioration de l'employabilité des collaborateurs, ça c'est un bon sujet pour les boîtes de conseil. Vous parliez tout à l'heure de la vérification des doubles paiements, la vérification des avoirs dans une comptabilité fournisseur quand on a des milliards d'opérations. C'est un sujet aujourd'hui qui doit être adressé soit par un outil, soit par évidemment derrière des contrôles qui sont faits Mais en automatique. en automatique Personne. ou éventuellement par des services externes. Mais ça, Ou externe. ça ne peut pas être confié à un salarié qui, au bout d'un an, quitte l'entreprise parce qu'il a d'autres aspirations, clairement. Et l'employabilité fait partie Ça de me la... permet juste très rapidement, puisqu'on arrive vraiment à la toute fin, peut-être de passer justement sur le sujet de l'innovation, Oui. qui est lié d'une certaine manière, puisque ça permet sûr. justement de développer ces outils. Peut-être quels sont justement les enjeux pour vous de l'innovation et quels sont les Et enjeux sur pour le demain, financement. bien sûr. Vas-y. Alors l'innovation, nous dans la distribution, c'est les camions, forcément, des camions plus propres, c'est des process logistiques automatisés avec des robots qui vont chercher dans les entrepôts, etc. Bon, l'innovation système. Moi, à la titre purement personnel, l'innovation, je la vois surtout managérielle, avec des modes de management que j'aimerais qu'on ait dans notre entreprise, plus responsabilisants, plus en mode projet, avec des collaborateurs qui sont beaucoup plus autonomes et qui décident eux-mêmes. C'est-à-dire essayer de casser ces modes de management un peu hiérarchiques, par silo. Et moi, j'en souffre tous les jours. Les gens qui travaillent en silo et qui se parlent pas entre eux, c'est 90% de notre dysfonctionnement. Donc l'innovation, je la vois managériale, avec des modes de management qui soient plus ouverts, plus innovants, plus responsabilisants. Arrêter le rôle du chef, le chef, son bureau, son machin, sa voiture, pour que les personnes soient au service d'un projet. On parlait de la RSE, Ouais. qui se sentent plus je travaille pour un projet, Impliqué, du coup. ou pour une entreprise, mais je pense que l'entreprise, ils s'en fichent un peu. Donc pour un projet, comment moi je change le monde, et pas je travaille pour mon patron, pour mon salaire, pour voilà. S'il y avait une innovation, mon rêve, ça serait ça, plus qu'une innovation technologique, en tout cas dans mon secteur. Alors nous, on est peut-être plus concernés par les innovations technologiques parce qu'il faut que demain, on soit capable de répondre aux défis environnementaux dans le secteur aéronautique. Donc c'est clairement la filière travaille sur les solutions de demain pour pouvoir avoir un avion le plus propre possible. Je ne sais pas s'il sera totalement propre, mais enfin en tout cas le plus propre possible. Donc après, c'est des projets à moyen long terme. Il ne faut pas s'attendre à avoir un avion de ce type-là, probablement capable de transporter des passagers comme les A320 ou les Boeing 737 d'aujourd'hui avant 2035, peut-être et encore. Mais ça se prépare, donc on travaille chez DR avec nos clients sur des solutions. Voilà, on fait des prototypes, on teste, on expérimente, on cherche. Je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a trouvé qu'on est sûr d'avoir trouvé la solution. D'ailleurs, les solutions, elles évolueront probablement dans le temps. Hein, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un vrai défi aujourd'hui pour nous. On est beaucoup aidé là aussi en tout cas en France, par les États. Hein. Il y a beaucoup de subventions qui sont données pour inciter justement les avionneurs, les équipementiers
à travailler sur ça. Donc c'est un vrai défi aujourd'hui pour nous. Il faut qu'on aille plus vite que la société ne pourrait évoluer dans un sens de rejet du transport aérien. Donc bon, c'est un peu une course contre la montre quelque part qui est engagée pour ce secteur d'activité. Mais l'innovation est incontournable, on n'a pas le choix. C'est vrai qu'on a vu le sujet pour les dirigeants, en tout cas, c'était de dire, pour la majorité, que l'innovation était un outil de sortie de crise. Donc réinvestir dans l'innovation. Finalement, on voit qu'il y a beaucoup de sujets, parce que investir dans la transition environnementale, investir dans la rétention des talents, l'attraction, la rétention des talents, investir dans la préparation de demain avec l'innovation, des changements de modèle, de process, sécuriser le suivi financier, le cash, etc. Il y a beaucoup de sujets. Je vais te laisser poser la question de conclusion, Samir. Tout se rejoint, tous les sujets que vous avez mentionnés, à la fin, tout se rejoint. C'est ça. En fait, la question qu'on a envie de vous poser, c'est en 2022, est-ce que le DAF doit être plus joueur, ou encore plus joueur? À vous de choisir, en fait. On va fouler nos actionnaires, là. C'est difficile de se caractériser comme joueur. On est plutôt là pour apporter de la rationalité, du pragmatisme dans l'entreprise. Alors après, est-ce qu'on fait des paris? Je préfère le mot pari au mot joueur. Est-ce qu'on est amené à faire des paris? Oui, on est amené à faire des paris, bien sûr. Ça me va, hein. De faire des choix. Bon, voilà. Est-ce qu'il faut faire plus de paris? Le monde est de plus en plus, et c'est probablement, ça va pas s'arrêter. Il y a de plus en plus de variables à prendre en compte. Il y a de plus en plus ça va de plus en plus vite. Je disais tout à l'heure, tout s'accélère. Voilà, donc forcément que dans cet environnement qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus mouvant, il faut faire des paris. Bon. Voilà, et il faudra probablement en faire encore plus demain qu'aujourd'hui. Mais je dirais pas joueur parce que ça inquiéterait mes banques, mes actionnaires. Voilà, on n'est pas filmé. Il me voit comme étant plutôt un pôle de stabilité, de pragmatisme, de concret. C'est pas Las Vegas. Je peux pas avoir une étiquette joueur. Sauf le mot de la fin. On est joueur. Alors d'abord, dans le joueur, il y a le mot jeu, et je pense qu'on aime tous notre job. Ça c'est quand même très sympa dans notre métier. On est joueur, non, mais il faut faire des paris, comme tu disais. Le monde il devient une complexité. Il y a un nombre de paramètres. On peut pas tout maîtriser. Je pense qu'il y a peut-être quelques dizaines d'années, on peut pas tout maîtriser. Plus ceinture et bretelle. Voilà, on peut plus faire ceinture et bretelle. Il y a des paris à faire dans l'énergie, dans les choix d'investissement, dans les choix des modèles, etc. Et c'est ce qui fait l'intérêt du job. Mais on doit être joueur et faire des paris, et en même temps, on doit sécuriser nos investissements, sécuriser les choix, aider nos actionnaires et nos patrons à prendre les bonnes décisions. Donc joueur, oui, mais parallèlement, en back-office, en sécurisant énormément les décisions, parce que tout est incertain. Bon, merci beaucoup pour cette conclusion. Peut-être une dernière question, cette fois-ci du public, de l'audience. Alors vous y avez déjà un petit peu répondu d'une certaine manière, mais c'était de savoir un petit peu quels seront les principaux sujets, les principales préoccupations que vous pourrez avoir donc à l'avenir en 2022 avec cette sortie de crise justement. Donc peut-être deux réponses un tout petit peu différentes puisque vous n'en êtes pas encore au même stade du fait des secteurs. Je vous laisse. La première préoccupation, c'est les talents. Je pense que le marché y suivra, et c'est macroéconomique, on n'a pas la main sur ça. C'est les talents, donner du sens, et comment on arrive à bien gérer ces enjeux RSE, et en faisant un atout pour attirer les collaborateurs, pour attirer les bons clients. Donc, comment faire de ces enjeux RSE un atout au lieu d'en faire une contrainte. Ça serait ça. Parfait. Moi, ça va être... il y a forcément ce que tu viens de dire. Après, je rajouterais gérer le cash dans un contexte de reprise pour mon secteur, parce que c'est des investissements lourds, c'est des grosses conséquences aussi en termes de besoins en fonds de roulement. C'est gérer donc au mieux le cash dans un contexte de reprise dont on ignore encore de manière très précise le rythme, la pente. Il y a différents scénarios. Et puis la RSE, voilà, parce que ça rentre vraiment en 2022. Là, on sort on est même en plein milieu de nos réunions budgétaires et plans stratégiques financiers à 5 ans. Et on a mis toute une batterie d'indicateurs que maintenant on a demandé pour la première fois à nos opérationnels de budgéter, avec difficulté puisque c'est la première fois. Mais il faut qu'on les suive. Voilà, il faut vraiment qu'on prenne ce virage-là. On en a beaucoup parlé. Donc, je dirais RSE et maîtrise de la reprise en termes de cash. C'est une belle reprise. Ouais. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite à tous les deux de toute façon. On vous souhaite aussi de les accompagner dans ces reprises pour les directeurs financiers.
Je vous remercie tous les quatre d'avoir été présents ici et d'avoir participé à ces échanges. Je vous remercie aussi tous et toutes d'avoir participé et regardé ce talk sur les enjeux 2022 des DAF. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci à vous. Merci.